Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dernière ligne droite pour la proposition de loi sur le narcotrafic. Après une semaine de débat, le vote aura lieu demain à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déjà obtenu quelques résultats, notamment sur la surveillance des trafiquants via l'intelligence artificielle, outil qui devrait permettre aux forces de l'ordre de lutter à armes égales contre les dealers. Des narcotrafiquants qui semblent n'avoir peur de rien et sont partout, jusque dans les petits villages. C'est le cas par exemple de Puy-Serguier dans l'Hérault, une commune de 3200 habitants, gangrénée, elle aussi, par la drogue. Reportage édifiant du correspondant d'Europe 1, Charles L'Huillier. Un PMU, des rues calmes, aucune cité HLM. Derrière cette vitrine se cache un village phagocyté par la drogue. Et les nouveaux consommateurs comme Gérard, ouvrier à 1 500 € par mois, sont tous sauf des marginaux. Le week-end, je m'amuse avec ma coke. J'ai 48 ans, je travaille 15 heures par jour et j'en ai besoin. Je ne fais pas ça en semaine, moi c'est que le week-end. Une dose de coke commandée sur Snapchat, messagerie où tout s'efface en quelques minutes. Il l'a découverte pendant le confinement. Le mec qui vient en voiture et ça vient à la maison. Tout le monde peut le faire. Vas-y, fais-le maintenant. Tu tapes Snap, je cherche de la coke. D'accord, je vois qu'il n'hésite pas à vous envoyer des photos de votre prochaine commande. Ah oui, à fond. Le bloc de sa coke. Un véritable Uber Eats de la drogue ici, et cela n'a pas échappé au maire du village, Jean-Noël Badenas. Quand on voit des grosses voitures débarquer, là, de petits jeunes à l'intérieur, on se dit, bon, ça y est, lui, il livre, quoi. Il livre n'importe où dans la commune. Ils sont très, très, très discrets, quoi. C'est plus facile de venir dans un petit village. Il y a moins de policiers, donc nous, on les voit. Mais bon, pour le maire, c'est ingérable. Surtout que les 3 seuls policiers municipaux du village n'ont pas le droit, en leur grade, de verbaliser ces dealers 2.0. Puy-Serguier, Charles L'Huillier, Europe 1. Jusqu'à quand les Juifs de France vont-ils subir l'antisémitisme ? La question se pose après l'agression du rabbin d'Orléans samedi. Alors qu'il sortait de la synagogue, Aryeh Engelberg a été insulté, frappé, mordu à l'épaule par un homme en pleine rue devant son fils âgé de 9 ans. Il a témoigné hier sur CNews, écoutez. On rentrait de la synagogue avec mon fils et il y a un jeune individu qui nous voit arriver au loin. Il sort son téléphone et il commence à crier en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Je réponds « Oui ». Et il dit « Tous les juifs sont des fils de… » C'est l'insulte et il crache. Donc je me suis approché de lui et j'ai touché son téléphone de manière qu'il puisse puis continuer à te filmer. Puis ensuite, c'est parti dans des coups. Je me suis protégé, il a donné des coups, il m'a atteint, je me suis défendu comme j'ai pu me défendre. Il y a eu un moment donné où instinctivement j'ai ramassé ma kippa qui était tombée par terre et à ce moment-là il m'a ceinturé par derrière, donc il m'a mordu fort dans le dos. Pendant tout le long de l'agression, j'ai surveillé mon fils, que je le voyais tétanisé. Juste après d'ailleurs l'altercation, je lui ai dit écoute, t'as vu, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus, mais papa il s'est pas laissé faire parce qu'on laisse jamais personne nous insulter. Le témoignage glaçant d'Aryeh Engelberg, on ne laisse jamais personne nous insulter sans répondre, dit le rabbin. C'est aussi le message qu'ont voulu faire passer les manifestants réunis place de la Bastille à Paris hier à l'appel de plusieurs associations étudiantes juives. Antoine Bienvaux y était pour Europe 1 reportage. Ils sont environ 200, place de la Bastille, pancarte à la main et rassemblés pour dire une fois de plus non à l'antisémitisme. Dans la foule, Alain est particulièrement ému, encore choqué par l'agression du rabbin d'Orléans samedi. Et on est là par solidarité avec ce rabbin. Et il y en a marre, quoi. Ça suffit. Mais c'est pas la première, malheureusement. C'est pas la dernière non plus. Il y en a quasiment tous les jours. Sur une estrade improvisée, Youssef Murciano, président de l'UEJF, prend la parole avec un message : ne pas laisser l'antisémitisme s'installer dans le pays. C'est intolérable, c'est insupportable. En France, on a le droit de vivre en tant que citoyen français, juif, sans que rien ne doive nous menacer. C'est pour ça qu'on est rassemblés ce soir, pour le dire haut et fort. Un combat partagé par Nathalie, française de confession juive, qui refuse de vivre dans la peur. À destination des antisémites, on est ici, chez nous, on est français, on est juif, on est fiers, on est fort, on n'a pas peur et on vous emmerde. Le rassemblement se conclut par une Marseillaise, reprise en chœur par toute la foule. Antoine Bienvaux, notez que la garde à vue de l'agresseur présumé du rabbin d'Orléans a été prolongée hier. Il s'agit d'un jeune homme connu sous plusieurs identités marocaines et palestiniennes. Il a déclaré aux autorités qu'il avait 16 ans. La procureure de la République en charge de cette affaire devrait en dire plus dans la journée. Il est 8h05, dans un instant sur Europe 1, le procès de Gérard Depardieu. C'est aujourd'hui, on en parle sur Europe 1. Europe 1, proche de vous et au service de tous. La Poste s'engage pour le bien vieillir. Vincent Deloche, président de la filiale La Poste Service à la Personne. La Poste propose l'ensemble des solutions du quotidien pour que les seniors fragiles et leurs aidants puissent bien vivre plus longtemps en toute sécurité au sein de leur domicile.
va proposer par exemple des solutions de livraison de repas, de ménage, des solutions de téléassistance pour détecter automatiquement les chutes, des solutions de connexion pour rester connecté avec ses proches, toutes les solutions qui sont finalement les fondamentaux pour que la personne puisse se sentir bien chez elle, là où elle a tous ses repères. Pour connaître les services de La Poste qui facilitent le quotidien des seniors et de leurs aidants, rendez-vous sur laposte.fr, auprès de votre facteur ou en bureau de poste. 7h, 9h, Europe 1 matin. 8h06 sur Europe 1, la suite du journal Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Gérard Depardieu devant le tribunal correctionnel de Paris ce lundi. Il est accusé d'agression et de harcèlement sexuel. 2 femmes avec qui il a travaillé sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. L'audience devait initialement se tenir en octobre dernier, mais la santé défaillante du comédien de 76 ans avait conduit à son report. Cette fois, il devrait assister au procès selon son avocat. Jean-Baptiste Marty, que lui reprochent les 2 plaignantes exactement ? Eh bien pour la première, décoratrice de cinéma, des agressions sexuelles, du harcèlement et des outrages sexistes. La plaignante de 53 ans dit avoir été attrapée avec brutalité par Gérard Depardieu. Le comédien lui aurait ensuite, je cite, pétri la taille, le ventre en remontant jusqu'à ses seins, et tout cela en tenant des propos obscènes. La seconde plaignante, assistante réalisatrice, dénonce quant à elle des gestes déplacés comme des mains aux fesses. Gérard Depardieu, de son côté, nie ses agissements. Il accuse les plaignantes de vouloir s'enrichir sur son dos, elle qui réclame entre 6 000 et 30 000 euros de dédommagement. Le comédien a donc bénéficié de 5 mois en plus pour préparer sa défense. On le rappelle, ce procès prévu en octobre dernier avait été reporté en raison de ses problèmes de santé. Cette fois-ci, il devrait donc être bel et bien présent, apte à comparaître, mais à certaines conditions. Ces 2 journées d'audience ne devront pas durer plus de 6 heures. Il pourra aussi demander des pauses quand il le souhaite. S'il est reconnu coupable, Gérard Depardieu encourt jusqu'à 5 ans de prison. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Autre procès, mais cette fois devant la cour d'assises de Gironde, celui de la mort de Shahinez Daoud, cette maman de 31 ans assassinée par son ex-époux. En mai 2021, Mounir Bouta, 48 ans, aujourd'hui, l'avait brûlée vive après l'avoir aspergée d'essence en pleine rue à Mérignac. À l'époque, les dysfonctionnements des services de police qu'elle avait alerté du danger que représentait son ex-mari avaient notamment fait polémique. L'actualité internationale également à 8h05. C'est à Riyad, en Arabie Saoudite. Les négociations sur la paix en Ukraine se poursuivent ce lundi. Après une rencontre productive selon les Ukrainiens hier, les émissaires de Donald Trump vont échanger aujourd'hui avec la délégation russe. Discussion qui s'annonce difficile selon le Kremlin, alors que la trêve sur les infrastructures énergétiques évoquée la semaine dernière n'est toujours pas entrée en vigueur. Les Américains veulent obtenir cette fois un cessez-le-feu en mer Noire. Une étape qui semble assez facile à négocier, Caroline Baudry. Dans la mer bordée par les 2 belligérants, les combats ont cessé depuis plusieurs semaines. Les Ukrainiens ont coulé 20% de la flotte russe qui s'est repliée à l'est. Alors Vladimir Poutine n'a ici rien à perdre, selon le général Olivier Kempf, directeur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. La flotte russe de la mer Noire, elle est effectivement entravée par toutes les innovations agressives des Ukrainiens qui empêchent à cette flotte russe de manœuvrer. Oui, les Ukrainiens avaient gagné ce combat. D'un point de vue opérationnel, cette trêve partielle aurait peu de conséquences, mais elle serait essentielle pour la diplomatie russe, résume le spécialiste. Poutine, il n'est pas forcément intéressé par les résultats de la négociation, mais est intéressé par la négociation avec Trump. Il doit faire attention à ne pas brusquer Trump. Ce cessez-le-feu maritime était le plus facile à obtenir et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Pas dire que c'est nul, dire c'est une étape, la machine avance, lentement mais elle avance. Car l'agresseur russe n'est pas pressé de franchir la prochaine marche vers un cessez-le-feu total, ajoute l'expert, un accord qui n'accepterait qu'à ses propres conditions. Caroline Baudry, au Proche-Orient, un responsable du Hamas tué lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza, frappe qui a visé un hôpital de Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne où se trouvait Ismaïl Baroum, membre du bureau politique du Hamas. Et puis en un mot, le foot, victoire des Bleus au tir au but hier soir au Stade de France face à la Croatie. Et oui, l'équipe de France qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations, elle affrontera l'Espagne en juin prochain. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal à suivre. Manuel